Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier que nous organisons au niveau de la Caisse des dépôts et consignations et qui s'intitule Aide au financement pour le compte personnel de formation, pour mon compte formation, un investissement dans la montée en compétences des actifs. Aujourd'hui, nous allons vous parler avec ma collègue Karine Garchery qui travaille avec moi à la Caisse des dépôts à la direction de la formation professionnelle et des compétences. Nous allons évoquer le sujet à la fois de mon compte formation, mais surtout de tout ce qui a été mis en place dans cette application pour permettre aux financeurs de la formation professionnelle de venir sur la plateforme pour compléter les droits des titulaires de sorte à ce que cela puisse solvabiliser leur projet de formation. Nous avons la chance aussi d'accueillir dans cet atelier deux financeurs qui ont participé en 2021 à notre projet d'abondement, de système d'abondement mis en place à la fin de l'année dernière. Et en fin de séquence, Thibaut Douai à l'Hauts-de-France et Yann Van Acker et Mélanie Hernando de Uniformation vous expliqueront un peu ce qu'ils ont mis en place, ce qui a été mis en place, les objectifs, les enjeux, résultats qui sont atteints aujourd'hui dans ce dispositif. Pour vous présenter très rapidement, il y a une seule diapositive, je vous rassure. Mon compte formation est synthétisé en une seule diapositive. Avec Karine, nous avons pensé que celle-ci était la plus intéressante, même si elle paraît un petit peu rébarbative. Elle est assez simple à comprendre et vous allez le voir assez facilement. Sur la gauche, en couleur saumon, vous avez quelques acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle et notamment tout en bas, vous avez deux acteurs qui forment la plateforme Mon Compte Formation, le CPF, les organismes de formation tout en bas et les titulaires. Ce qu'on appelle les titulaires à la Caisse des dépôts, ce sont les 38 millions de détenteurs de CPF. Et ce sont ces deux acteurs, titulaires et organismes de formation, qui forment la plateforme Mon Compte Formation, qui forment la place de marché sur laquelle des organismes de formation viennent déposer leur catalogue de formation éligible au CPF et des titulaires viennent les acheter. Vous voyez apparaître sur cette diapositive, encore une fois, tout en bas, le workflow de ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mettre en visibilité pour les organismes de formation leur offre et pouvoir acheter des formations pour le titulaire. Il y a un étage juste au-dessus qui est intéressant parce que c'est là que vont apparaître les financeurs qui vont venir compléter les droits dont disposent les titulaires. Et c'est l'objet de notre atelier. En fait, c'est de vous montrer qu'il existe plusieurs possibilités pour différents financeurs de la formation professionnelle de compléter les droits dont disposent les titulaires sur la plateforme. Et nous avons distingué ici, sur cette diapositive, vous voyez apparaître sur la partie gauche, le système des dotations, qui est plutôt aujourd'hui l'apanage des entreprises. Les entreprises peuvent doter les comptes de droits des titulaires, c'est-à-dire en fait de leurs collaborateurs, en fait, et venir compléter les droits dont ils disposent. Et un peu plus sur la droite, sur la diapositive, d'autres financeurs, l'État, les régions, Pôle emploi, mais aussi les entreprises, nous le verrons, peuvent, à travers essentiellement les branches professionnelles et les OPCO, peuvent aussi abonder des droits dont disposent les titulaires sur leur compte. Et ça, c'est, j'allais dire, une bonne synthèse de ce qu'il est possible de faire sur l'application Mon Compte Formation. Sur l'application Mon Compte Formation, des titulaires rencontrent l'offre de formation proposée par des organismes de formation et l'achètent, avec des droits qui sont alimentés chaque année et avec des droits qui peuvent être apportés par différents financeurs que je viens de citer. Des entreprises, les entreprises au sens les employeurs, mais aussi l'État français qui l'a déjà fait, les régions, et on aura l'exemple de la région Hauts-de-France tout à l'heure, Pôle emploi, les OPCO et les branches professionnelles. Tout en haut de cette diapositive, vous voyez apparaître un autre partenaire qui est important sur la plateforme, même s'il n'intervient pas directement, contrairement aux financeurs, aux titulaires et aux organismes de formation. Mais les conseillers en évolution professionnelle sont présents
sur cette plateforme, puisqu'on a ouvert la possibilité à ceux-ci d'être géolocalisés, c'est-à-dire chaque fois qu'un titulaire a besoin d'être aidé, d'être conseillé, d'être orienté par rapport à son projet de formation, sur la plateforme, il peut géolocaliser le conseiller en évolution professionnelle le plus proche de chez lui, qu'il s'agisse d'une mission locale, de Pôle emploi, de l'APEC, etc., en fonction du statut du titulaire. Avant de laisser la parole à Karine qui va approfondir certains sujets, je voulais juste rappeler des dotations et des abondements. Et sur cette diapositive qui est assez basique, de vous montrer un petit peu ce que prévoit le Code du travail en la matière, qui précise que lorsque les droits du titulaire ne suffisent pas à couvrir le coût de la formation, les droits des titulaires, c'est toute l'alimentation qui est faite chaque année par la Caisse des dépôts. Vous savez que sur les comptes qui sont alimentés en euros, les titulaires peuvent recevoir 500 € et 800 € s'il s'agit de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire de personnes handicapées ou de salariés à diplôme infrabac. Lorsque ces droits-là ne suffisent pas, et ils sont plafonnés dans la loi, de par la loi, 5 000 €, 8 000 €, celui-ci, le titulaire, peut demander à bénéficier d'un abondement visant à compléter ses droits. Qui peut faire ces dotations et ces abondements? Eh bien, vous retrouvez cette liste qui est reliée à l'article du Code du travail précédent sur cette diapositive. En gras, tout en haut, tout ce qui existe aujourd'hui, tous les partenaires qui sont présents dans le dispositif. Le titulaire lui-même, je ne l'ai pas dit, mais le titulaire peut très bien, s'il le souhaite, et s'il n'a pas suffisamment d'argent sur le compte, financer lui-même le reste à charge de sa formation. Donc, il peut prendre sa carte bancaire et payer la différence, ce qu'on appelle le reste à charge. Les entreprises, les branches, les OPCO, l'État, les régions et Pôle emploi. Voici sur cette diapositive quels sont les financeurs qui sont déjà présents sur notre plateforme et qui complètent déjà les droits des titulaires. D'autres pourront sans doute assez prochainement le faire. On est en contact avec certains d'entre eux, la GFIP, les FAF, les organismes consulaires, d'autres collectivités territoriales que les régions. Je suis en contact avec certains départements qui voudraient en faire bénéficier les allocataires du RSA. Et puis l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, c'est pour le compte d'engagement citoyen notamment. Voilà rapidement brossé quel est le contenu en fait de ce qu'on pourrait appeler les cofinancements liés à la mise en place de mon compte formation, liés à l'apparition de mon compte formation tel que la plateforme a été créée il y a maintenant 2 ans. Karine, je te laisse la parole. Oui, alors on va voir ensemble les différents abondements qui sont possibles aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va évoquer les services qui sont ouverts aux entreprises, à savoir les dotations. J'insisterai particulièrement sur le rôle important des entreprises dans le cadre du CPF, puisque la loi encourage le co-investissement entre l'entreprise et le salarié en matière de CPF. C'est d'autant plus important qu'il s'agit effectivement de trouver un équilibre qui est nécessaire entre l'autonomie du salarié dans le choix de sa formation. C'est vraiment l'essence du cahier des charges que nous a confié l'État au moment de créer cet outil du CPF. Et en même temps, il y a un rôle de l'entreprise qui est incontournable, à savoir faire monter en compétence son collaborateur. Et le CPF est vraiment un outil au service aussi bien des salariés que des entreprises en la matière. Donc, depuis le 3 septembre 2020, les entreprises ont cette possibilité via un accès qui leur est dédié, qui leur est propre. Il se nomme l'espace dédié aux employeurs et aux financeurs, que l'on nomme EDEF. Cet outil, cet espace, leur permet de pouvoir doter les collaborateurs. Alors, il leur permet aussi bien de compléter les droits acquis au titre d'une activité professionnelle sans forcément de lien direct avec une formation, ou bien de doter le compte du collaborateur dans le cadre d'un projet de formation qu'ils auront partagé en amont ensemble.
Alors, quelles sont les différentes typologies de dotation qui sont possibles aujourd'hui et qui répondent aux besoins des employeurs? Il y a 4 dotations ouvertes aux entreprises. Alors, bien évidemment, la plus plébiscitée, c'est la dotation volontaire, qui peut aussi bien servir à participer au financement des droits formation dont dispose le salarié, même s'il n'y a pas de lien avec la formation spécifique. Je pourrais vous donner quelques exemples. Par exemple, une entreprise qui souhaite valoriser des collaborateurs qui auront fait des formations occasionnelles en tant que formateurs occasionnels. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer une alimentation complémentaire à ce que propose la CDC pour les valoriser et de façon à ce qu'ils puissent à tout moment acheter la formation qu'ils souhaitent suivre dans la foulée ou bien plus tard dans quelques années. Il y a aussi la possibilité pour une entreprise de se dire, moi, je souhaite accompagner les collaborateurs qui exercent moins d'un mi-temps dans l'entreprise et qui, de facto, ont eu une alimentation en deçà des 500 € ou des 800 € qu'évoquait Philippe. Donc là, ce sont vraiment quelques exemples que je peux vous donner, mais tout ça pour vous dire que ça peut aussi servir en termes de levier dans le cadre d'une politique RH, une politique formation de l'entreprise. Et puis en parallèle, bien évidemment, il est tout à fait possible pour une entreprise de vouloir doter le compte de ce collaborateur dans le cadre d'un projet de formation bien défini et on réévoquera ce point. Il y a également les droits supplémentaires. Là, il s'agit de mettre en œuvre un accord collectif qui prévoit une alimentation plus favorable. Il y a aussi les dotations salariés licenciés. Il faut savoir qu'effectivement, dans ce cadre, l'entreprise passera par ce portail pour effectuer un versement des 3 000 € par collaborateur. Et puis, une autre typologie de dotation qui est aussi très, très demandée en ce moment lorsqu'on en échange avec les entreprises et les OPCO, à savoir les droits correctifs, puisque effectivement, nous arrivons au bilan à 6 ans. Nous sommes en fin de campagne où il y avait une obligation suite aux entretiens professionnels liés à ce que l'entreprise est censée effectuer dans ce cadre-là. Il y a d'ailleurs un question-réponse qui est très bien fait par la DGEFP et qui éclaire sur un certain nombre de sujets liés à cette thématique. Donc, l'entreprise va devoir effectuer dans ce cadre-là un versement de 3 000 € et elle passera également par ce portail pour effectuer ce versement. Donc, voici les 4 typologies de formation, de dotation possibles via cet outil. Alors, on a voulu vous montrer de façon concrète à quoi ressemble le portail pour vous montrer que vraiment la démarche est simplifiée. Une fois que j'ai obtenu mes habilitations via Net Entreprise, je vais avoir accès à mon propre portail en tant qu'entreprise. J'aurai mes codes, je n'aurai plus besoin de passer par Net Entreprise. Et à ce moment-là, lorsque je vais vouloir doter le compte d'un de mes collaborateurs, je vais tout simplement choisir une des 4 briques que j'ai pu vous présenter dans le slide précédent. Donc là, par exemple, on choisit la dotation volontaire. Et une fois qu'on a sélectionné ce volet-là, on a besoin de très peu d'informations pour effectuer une dotation. On a besoin de connaître le numéro de sécurité sociale de son salarié, le nom, et puis le montant qu'on va vouloir verser sur son compte. Et avec ces 3 informations, on va pouvoir effectivement doter le compte de son collaborateur. Bien évidemment, si on a beaucoup de collaborateurs ou un grand nombre de collaborateurs sur lesquels on souhaiterait doter le compte, on va passer par un fichier Excel de façon à ne pas faire du ligne à ligne. Donc, comme j'ai pu vous le présenter, voilà, le fait de doter le compte d'un collaborateur, c'est assez simple pour l'entreprise. Elle peut le faire de façon autonome assez facilement. Il est aussi possible pour un salarié, une fois qu'il a choisi une formation qui l'intéresse, si toutefois il n'a pas suffisamment de fonds, il va pouvoir également aller voir son employeur pour demander un cofinancement à cette formation. Dans ce cas-là, il va simplement éditer un PDF. Ce PDF se trouve sur le portail Mon compte formation au moment du choix
de leur formation et si le montant n'est pas suffisant. Et il y a un certain nombre d'informations qui vont servir au dialogue, à l'échange entre le salarié et l'employeur pour qu'ils puissent se mettre d'accord éventuellement sur une prise en charge. Il y a des informations liées à l'identité, au coût de la formation, aux droits de formation dont dispose le collaborateur, et puis quelques éléments d'information concernant la formation. Et sur cette base-là, il y a un échange qui va se mettre en place entre l'employeur et le salarié. Et si toutefois l'employeur est favorable à cette demande, il pourra soit financer en intégralité le reste à charge ou bien une partie. À ce moment-là, comme le disait Philippe, il sera possible pour le salarié de compléter le complément avec sa carte bleue. Et pour ce faire, l'employeur passera également par son portail et il ira doter tout simplement le compte du collaborateur en question. Donc, il y a d'autres typologies d'abonnements qui existent et je vais laisser Philippe le présenter. Alors, je crois qu'il y a une question qui a été remontée sur, je ne sais pas si tu veux, moi je l'ai vu quand tu parlais, Karine, concernant la complexité en fait de l'outil et puis le rôle des CEP dans le dispositif. Et pourquoi est-ce qu'on offre que des formations certifiantes et qualifiantes? Alors d'abord, le fait d'offrir des formations certifiantes et qualifiantes, c'est une obligation qui est prévue par les textes. Là, j'avoue que il y a que, en ce qui nous concerne, il y a que nous, on s'appuie au niveau de la Caisse des dépôts. En tant qu'opérateur, on s'appuie sur la loi pour mettre en visibilité ce qui est prévu par les textes, hein, rien de plus. Sur la complexité, certains considèrent que c'est complexe. Nous, on a cherché à mettre en place vraiment un dispositif le plus intuitif possible pour le titulaire. Il n'empêche, et vous avez raison, choisir une formation, c'est pas choisir un produit de consommation comme les autres. On en est conscient. C'est pour ça que de toute façon, cette application, elle évoluera dans le futur, peut-être avec une évolution, peut-être des formations disponibles, et puis peut-être du rôle des CEP. On le verra. Mais en tout cas, on a bien conscience aussi du fait qu'une formation n'est pas un produit comme les autres et on ne le prend pas au niveau de la Caisse des dépôts comme un produit comme les autres. J'espère avoir répondu à la question. Je crois qu'il y a d'autres questions, Karine, je ne les vois pas toutes. Quid des évolutions du CPF, de la fonction publique, c'est ça? C'est ce que ton micro n'est pas allumé, Karine. Oui, c'est un classique. Oui, et quid effectivement des dotations volontaires en matière d'employeur public? Est-ce qu'en fait, un employeur public peut doter le compte d'un collaborateur? Donc, pour répondre directement à cette question, ce portail est effectivement dédié aux employeurs plutôt privés, puisqu'il faut avoir un numéro de SIRET pour pouvoir y accéder. Mon compte formation est effectivement ouvert aussi bien aux salariés qu'aux agents publics. Pour autant, en tant qu'agent public, lorsqu'il y a une formation qui vous intéresse, vous allez ensuite, parce que vous avez accès au portail, vous avez accès à votre compteur, au catalogue également. Et dans ce cadre-là, ensuite, vous allez devoir vous rapprocher de votre DRH afin de voir dans quelle mesure votre structure peut prendre en charge le coût de la formation. Donc, il n'y a pas de possibilité pour cet employeur-là du public de pouvoir doter le compte des collaborateurs. Voilà, je propose de poursuivre, hein, comme on est sur un timing un petit peu serré, je propose de poursuivre par les abondements et puis je reprendrai tout à l'heure avec Karine d'éventuelles questions qui pourraient se poser. Je vais vous présenter maintenant les abondements, alors, en sachant qu'en fait, vous l'avez compris et Karine l'a très bien expliqué, les dotations, il en existe plusieurs sortes. Et la caractéristique d'une dotation, c'est qu'elle peut être reliée à un dossier de formation, mais pas forcément. Les dotations volontaires peuvent être faites par des entreprises sur les comptes de leurs collaborateurs sans qu'il y ait forcément un dossier de formation derrière. Les abondements, c'est exactement l'inverse. Les abondements sont obligatoirement reliés à un dossier de formation. Donc, quand un financeur souhaite relier la contribution complémentaire qu'il souhaite apporter avec les formations qu'il souhaite vider, la seule solution, c'est de passer par un système d'abondement.
il en existe deux sortes aujourd'hui, ce qu'on appelle les abondements sur instruction, les abondements automatisés. L'abondement sur instruction a été mis en place au mois de juillet 2020 à destination de Pôle emploi. Je vais y revenir. Et puis les abondements automatisés, c'est ceux qui sont en place avec les conseils régionaux. On aura encore une fois un exemple tout à l'heure, avec les OPCO, l'État aussi pour les formations du numérique et certaines branches professionnelles. Sur les abondements sur instruction, seul Pôle emploi aujourd'hui a la possibilité d'effectuer ce type d'abondement. C'est un type d'abondement qui nécessite, lorsqu'un demandeur d'emploi procède à un achat de formation sur le site, ça nécessite que le demandeur d'emploi active une demande d'abondement auprès de Pôle emploi. C'est possible dès lors que Pôle emploi effectue des aides individuelles à la formation et c'est prévu depuis longtemps pour ce qui concerne Pôle emploi. Donc le titulaire demande un complément à Pôle emploi et Pôle emploi a une dizaine de jours en fait pour répondre oui ou non sur l'accord qu'il donne ou qu'il ne donne pas au financement, au cofinancement de cette demande d'abondement. L'abondement sur instruction de Pôle emploi est un abondement tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, Pôle emploi donne tout ou ne donne rien en fonction des choix qui lui sont propres. On pourra en parler si vous avez des questions sur le sujet, mais grosso modo aujourd'hui, environ 55-60% des demandes d'abondement à Pôle emploi font l'objet d'un accord. Le reste, refus. Je tiens à signaler que le refus est souvent associé à une proposition alternative de la part de Pôle emploi. En ce qui concerne les abondements automatisés, le principe est, j'allais dire, beaucoup plus simple que l'abondement sur instruction qui nécessite l'intervention d'un conseiller Pôle emploi. Là, le financeur définit à l'avance les critères qu'il souhaite choisir pour financer tel ou tel type de dossier de formation direction de tel ou tel type de bénéficiaire qu'il souhaite privilégier, qui peut être des salariés, de la branche, de l'OPCO, qui peut être des demandeurs d'emploi aussi, quand il s'agit de conseils. Le financeur doit nous donner, et nous devons avoir en notre possession, les critères qui sont prédéfinis et qui font ensuite l'objet d'un conventionnement avec la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que tous les critères qui sont définis par le financeur rentrent dans une convention qui est signée entre la Caisse des dépôts et ce financeur. À l'issue de la signature, il y a le versement d'une fraction de l'enveloppe budgétaire qui a été définie avec le financeur, une stabilisation des règles de financement qui en découlent. Et chaque fois qu'un titulaire se logue sur le compte et qu'il correspond aux critères qui a été défini par le financeur, il voit apparaître la possibilité d'être abondé sans intervention nécessaire du financeur. C'est un abondement automatique. En fait, c'est un algorithme, c'est un robot qui est mis en place au niveau de la Caisse des dépôts et qui permet à chaque fois que tous les critères qui ont été prédéfinis sont respectés, de mettre en visibilité l'abondement qui est proposé par le financeur. Et bien évidemment, d'indiquer quel financeur participe à cet abondement. En quelques mots, quelle est la définition qui peut être donnée à la politique d'abondement du financeur? C'est très simple, comme je vous l'ai dit. Il suffit au départ qu'ils définissent le public qui doit être abondé par le financeur, qui peut s'agir de salariés, comme je l'ai dit, de demandeurs d'emploi, de jeunes en fonction de critères d'âge ou de localisation, pour quel type de formation. Donc, il nous faut des références, généralement des codes de certification, des niveaux de certification visés. Et puis ensuite, il faut que le financeur nous dise jusqu'à quel montant il souhaite abonder, sachant que c'est lui qui définit les limites. C'est lui qui définit les plafonds, c'est lui, financeur, qui définit les pourcentages. On peut très bien imaginer des montants fixes assez faibles,
On peut en trouver des beaucoup plus élevés selon les conventions qu'on a signées avec différents financeurs. Et on peut trouver des pourcentages très conséquents pour des financements sur des formations du supérieur, par exemple, ou qui valent très cher et qui ont une durée assez longue, et pour lequel le financeur peut aller quelquefois jusqu'à 90% du montant du coût de la formation, avec un coût de formation qui peut dépasser les 10, 15 ou quelquefois les 20 000 euros. Donc, vous voyez, ça permet l'outil qui a été mis en place à travers dotations et abondements, et notamment à partir des abondements, permet aux financeurs de mener une politique publique quand il s'agit d'une collectivité publique, ou une politique de branche ou d'opérateur quand il s'agit d'opérateurs privés, une politique euh, de grande impulsion, enfin de mettre une grande impulsion dans leur politique en utilisant ce type de vecteur. Alors, peut-être ce qui est important de dire pour compléter les propos de Philippe, c'est que vraiment, c'est un outil effectivement de la caisse, hein, c'est la plateforme Mon compte formation. Pour autant, on ne fait qu'appliquer et décliner les politiques d'abondement de nos partenaires. Et c'est en cela que cet outil est intéressant parce que on mène des travaux en amont avec nos partenaires, on conventionne avec eux, mais tout ça est transparent pour l'usager qui serait potentiellement, qui pourrait obtenir potentiellement un abondement, puisque quand il va sur la plateforme, lorsqu'il choisit une formation qui l'intéresse, si toutefois il fait partie des publics ciblés et qu'il choisit une formation qui est soutenue par le partenaire, il verra simplement un cofinancement qui pourrait intervenir sur sa formation. Donc, on est vraiment sur un parcours pour cet usager entre le choix de la formation et l'achat de cette formation avec une ingénierie financière qui se met en œuvre. Et c'est ce qu'on explique effectivement à nos différents partenaires qui entrent peu à peu dans la démarche. Alors, en 2021, on a 4 conseils régionaux qui nous ont rejoints. Hauts-de-France aujourd'hui, Pays de la Loire, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'en fonction de la région va souhaiter soutenir soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés sur différentes typologies de formation. Et puis, il y a les branches et les OPCO qui nous sollicitent. Alors, dans le cadre d'une politique d'abondement de branches, effectivement, ce sont des fonds qui sont des fonds conventionnels qui transitent par l'OPCO. Il est aussi possible pour l'OPCO de décider, dans le cadre de sa politique d'abondement, de mettre en place un cofinancement sur des fonds plan de développement des compétences. On en a des exemples. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on travaille avec 3 partenaires. Atlas et le bureau d'études, Ocapiat et le secteur de l'alimentaire, et puis Uniformation avec la branche de Lucans. Uniformation nous donnera des précisions dans quelques secondes. Donc, c'est à ce titre-là qu'on avance avec nos partenaires. D'autres partenaires vont nous rejoindre. Dès le premier trimestre 2022, d'autres offres de services seront ouvertes pour d'autres salariés ou demandeurs d'emploi qui travailleront avec nos partenaires. Donc là, c'est vraiment, ça va se profiler assez rapidement. Donc Philippe, je te laisse peut-être présenter le partenaire de la région de France qui est présent aujourd'hui. Oui, peut-être s'il y a des questions. Alors, j'avoue que Alors, oui. j'arrive pas à les lire, les questions. Alors, Je les vois je vais pas. essayer. Tu me laisses quelques secondes. Alors, comment faire quand la fiche France Compétences d'une certification ne mentionne aucun type d'agrément ou d'habilitation car il n'y a pas de procédure organisée, mais que les organismes de formation peuvent préparer la formation et faire passer l'examen. Actuellement, il y a un blocage des offres. Quel est le périmètre de l'abondement pour les formations numériques? Code NSF, code ROM. Je me demande s'il ne s'agit pas du sujet lié à France Compétences, France Relance, pardon, qui propose des formations numériques. Effectivement, France Relance propose un amendement qui peut aller à hauteur de 1 000 euros sur des formations dans le périmètre du numérique uniquement, bien évidemment.
Alors peut-être préciser que deux choses par rapport à ça, parce que la question, me semble-t-il, qui était posée, c'était de savoir un peu lesquelles, quelles sont les formations qui. Hein. Mm. Deux choses. Euh, ne sont plus visibles parce que l'abondement qui a été mis en place par l'État a été entièrement Mm. consommé. Donc si la question c'est on ne le voit plus apparaître, c'est normal. La réponse c'est normal. La totalité de l'enveloppe budgétaire qui a été définie par l'État est consommée. Donc pour le moment, on attend la décision de l'État qui doit se positionner pour savoir s'il complète par une nouvelle dotation ou s'il arrête d'abonder ces formations. Deuxièmement, les financeurs, enfin, ça dépend encore une fois des financeurs, mais certains financeurs, et c'est le cas de l'État, ne souhaitent pas que nous communiquions sur la liste des formations qui sont abondées. C'est un choix, c'est leur choix. En fait, l'État, alors à tort ou à raison, c'est pas à moi et c'est pas à la Caisse des dépôts de porter un jugement là-dessus, mais l'État considère que euh, si un titulaire cherche une formation qui est abondable par France Relance, c'est la formation qui doit correspondre au titulaire et non pas le titulaire qui doit s'adapter à la formation pour pouvoir bénéficier de l'abondement France Relance. Ça peut se comprendre. C'est même assez sain et assez logique en soi. Je veux dire, comme je le disais, une formation, c'est pas un produit de consommation comme les autres. Et on ne va pas chercher une formation simplement parce qu'elle est abondée. De même qu'on ne va pas créer une entreprise uniquement parce qu'on bénéficie d'aide de l'État ou d'aide de la région. Vous voyez, c'est un peu c'est un peu le même principe. Donc il faut partir de ce principe-là, c'est que selon les financeurs, il y a des financeurs qui acceptent de communiquer, et c'est à eux de le faire, sur la politique qu'ils veulent mener, et puis d'autres qui n'y tiennent pas, simplement parce qu'ils veulent simplement pouvoir dire on vous aide en fonction des choix que vous faites, puisque vous êtes responsable de la formation que vous allez avoir. Je propose, si Karine, tu me dis s'il n'y a pas d'autres questions, mais je propose de passer la parole à Thibaut Douet, qui pourrait nous donner un peu la- cette coloration, enfin cette lecture régionale des choses, puisque la région de France a mis en place et a été la première à le faire, une politique d'abondement ciblé en abondement automatisé. Donc, je le laisse peut-être prendre la parole et puis on verra en fonction des questions s'il faut revenir sur le Oui, oui. sujet. Je te laisse la parole, Thibaut. On reprendra les questions. Il y en a quelques-unes, mais après l'intervention de nos partenaires. Merci. Oui, donc pour la région Hauts-de-France, c'est vrai que c'était une volonté forte de pouvoir contribuer à l'abondement au compte personnel de formation. Euh, on a toujours eu, que ce soit dans les deux ex-régions qui ont construit la région Hauts-de-France, c'est-à-dire Picardie comme Nord-Pas-de-Calais, et comme beaucoup d'autres régions, des dispositifs d'appui à des projets individuels de formation, mais souvent sous des modalités un peu complexes. Et donc, quand le compte personnel de formation est apparu, très vite, les élus de la région Hauts-de-France ont souhaité qu'on regarde comment y contribuer. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, rappeler rapidement un peu la stratégie d'achat de formation de la région. Bon, comme toutes les régions, on a un contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle, CPRDFOP de son petit nom, et qui nous permet justement de construire notre politique publique de formation professionnelle. De quoi avons-nous besoin comme formation et quelles sont les compétences dont les entreprises ont besoin et donc comment préparons-nous les personnes en recherche d'emploi à détenir les compétences dont les entreprises ont besoin. Pour ça, on s'appuie donc sur les besoins des entreprises au travers de 13 contrats de branche qui embarquent environ 70 organisations professionnelles et qui nous permettent chaque année de réinterroger. On a des cycles de concertation chaque année qui nous permettent de définir les grandes tendances du marché du travail en Hauts-de-France pour savoir ce que nous devons mettre en place comme action de formation. C'est ce qui nous permet aussi de construire ce qu'on appelle le programme régional de formation, dont un peu plus de 70% est constitué de marchés de formation. Et donc, ce sont les branches professionnelles qui contribuent directement à la construction de nos marchés de formation.
On croise ça avec les besoins des territoires. Il y a une forte dynamique autour des SPEL, services publics de l'emploi local, hein, en Hauts-de-France. Et donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs des SPEL en région. Et puis, on a un partenariat très fort avec Pôle emploi, ce qui nous permet vraiment de croiser ces informations-là et de compléter, d'enrichir notre offre de formation à partir de capteurs, j'allais dire, qui sont au plus près des entreprises comme des publics et de prendre un peu et nous rapprocher justement des besoins directs, puisque quand on est uniquement au niveau régional, on ne voit pas forcément tout passer. Puis on fait croiser ça encore une fois, avec des indicateurs que nous on appelle de performance. Donc on mesure les taux d'insertion. Chaque année, on a une enquête d'insertion dans les 6 mois à 6 mois, enquête mail, enquête téléphonique, qui nous permet de savoir quels sont les produits qui insèrent le mieux, les actions de formation qui insèrent le mieux, de manière à, sans pour autant ne plus commander ces actions-là, nous interroger sur la pertinence de les commander ou pas. Et là aussi, on ajoute un élément qui est le taux de satisfaction des stagiaires, donc ce qui renvoie aussi à la qualité des formations dispensées par les organismes de formation. Et puis accessoirement, bien entendu, on mouline tout ça et on le croise avec nos capacités budgétaires, ce qui nous permet de, encore une fois, construire notre programme régional de formation. Alors, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc maintenant, pourquoi l'abondement automatisé du CPF? Comme je le disais, nous avions quasiment toutes les régions ont des dispositifs d'appui à des projets individuels de formation. On n'est pas en capacité de tout identifier immédiatement. Alors, vous le savez, il y a la contrainte des marchés publics qui ce sont des machines assez lourdes, donc on peut avoir un décalage dans le temps entre le moment où on identifie le besoin, où on passe le marché, où on retient les prestataires, où on les met en œuvre, et donc il peut y avoir des besoins que l'on n'a pas identifiés. Et puis on a des personnes aussi qui peuvent avoir un projet de création d'entreprise avec un besoin de formation que là non plus on n'a pas identifié dans le cadre de nos besoins de formation collective. Bon. Donc l'idée c'est de toute façon de garder un moyen pour soutenir un projet individuel de formation. Le deuxième, j'ai repris à dessein l'intitulé de la loi, c'est de dire je donne la liberté de choisir son avenir professionnel à une personne en recherche d'emploi qui a le droit de mobiliser ses droits au CPF et qui a le droit potentiellement de se former à ce qu'elle veut. Et donc nous, on voulait pouvoir répondre et se faire un peu écho de l'esprit, en tout cas, de la loi telle qu'elle a été rédigée initialement. Alors, bien entendu, quand je dis la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est aussi, bien sûr, dans le cadre qui est défini. On est bien sur des formations certifiantes, qualifiantes, donc on ne va pas non plus sur n'importe quelle formation. Et puis, surtout, le troisième objectif pour nous, c'était de simplifier le parcours de l'usager. Alors là aussi, en tout cas, je témoigne de ce qui se faisait en Hauts-de-France, une instruction manuelle, dossier par dossier, avec un délai de réponse plus ou moins long pour le bénéficiaire qui devait déposer sa demande, alors sur une plateforme dématérialisée de la région, mais qui faisait l'objet d'une instruction et qui pouvait amener même, si on essayait d'y prêter attention, mais qui pouvait même encore une fois, donner certaines inéquités entre une personne qui allait instruire un dossier déposé à Dunkerque et puis une autre à Château-Thierry. L'interprétation pouvait être différente et donc du coup parfois des inégalités de traitement et on se retrouvait avec un parcours financé à un endroit et non financé à un autre. Donc l'objectif, c'était pour nous de dire voilà, il faut vraiment que quand la personne dépose sa demande, elle puisse savoir si oui ou non, elle va pouvoir bénéficier d'une aide de la région ou pas. Dans le même temps, quand on se dit tout ça, nous, on a un objectif quand même, et c'est notre mission en tant que région, c'est d'organiser la formation professionnelle sur notre territoire. Et donc, l'objectif n'est pas pour nous de dire que demain,
tous les achats de formation doivent passer uniquement par l'aide individuelle et l'abondement automatisé. Sinon, si je caricature à peine, j'arrête mes contrats de branche, je ne m'embête plus, je ne fais que répondre à des demandes spécifiques. Donc, on garde bien nous, cet objectif qui est de dire que je dois construire une véritable politique publique de formation professionnelle qui répond aux besoins du marché du travail et aux besoins des publics, mais dans le même temps, je ne dois pas m'interdire de soutenir des projets que je ne peux pas identifier, que je ne connais pas, mais qui répondent néanmoins à un besoin. Ce qui veut dire que on a quand même posé un cadre qui est relativement contraignant pour le bénéficiaire. Donc déjà pour nous, il s'agit de ne financer que les actions de formation éligibles au CPF, c'est-à-dire qui sont qualifiantes ou certifiantes. Nous n'accompagnons pas les formations au permis de conduire, les bilans de compétences, tout ça, ça n'est pas dans notre cadre d'intervention. Nous ne finançons que les actions éligibles au RNCP. Et surtout, nous ne finançons que les actions de formation qui ne sont pas par ailleurs référencées dans notre programme régional de formation. Pour être très clair, j'ai un titre professionnel de soudeur dans mon offre de formation, eh bien, je ne peux pas mobiliser mon CPF pour ce titre professionnel de soudeur, puisque je l'ai déjà dans mes marchés de formation. Donc, ça limite le champ des possibles, me direz-vous, mais c'est trouver justement cet équilibre entre dire finalement je peux faire la formation que je veux sans demander rien à qui que ce soit, et dans le même temps, moi en tant que région, ce que je dois faire, c'est aussi répondre encore une fois à des besoins en compétences exprimés par les entreprises de manière à faire en sorte que les personnes en recherche d'emploi que nous accompagnons soient en mesure de détenir ces compétences. L'autre contrainte forte que l'on pose, c'est qu'il faut bénéficier au minimum de 250 € sur son compte personnel de formation, ce qui évite aussi de multiplier les demandes, j'allais dire, sans forcément vouloir s'insérer professionnellement durablement. Donc il y a un engagement de la personne en recherche d'emploi qui voit qu'elle doit mobiliser son compte personnel de formation. On vérifie, donc ça, quand je dis on vérifie, c'est le travail fait avec la Caisse des dépôts et c'est l'algorithme intégré qu'évoquait Philippe, l'algorithme qui est intégré dans la plateforme Mon compte formation, qui permet de vérifier ces critères. Donc, si j'ai plus de 18 ans, si je suis résident en France, que je suis demandeur d'emploi, que j'ai 250 € minimum sur mon compte personnel de formation, eh bien, je peux bénéficier d'un abondement région si la formation n'est pas par ailleurs référencé dans mon offre de formation. Donc ça a été mis en place en début d'année 2021. Un peu moins d'un an après le lancement de cet abondement, quels sont les résultats? Donc, tout d'abord, une vraie simplification du parcours de l'usager. Ça, c'est très clair, puisque la personne se connecte, elle choisit sa formation et elle voit instantanément si il y a un abondement de la région ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti fortement parce que, et on le voit, vous voyez, au bout d'un an, on a un peu plus de 3000 parcours de formation, abondement au CPF qui ont été engagés par la région. Et alors même que, forcément, on a informé nos réseaux, mais nous n'avons pas fait plus de publicité que cela. Et on voit bien qu'il y a eu une mobilisation malgré tout assez importante parfois, je pense, par des personnes qui ne savaient pas, en se connectant au départ, qu'elles pourraient bénéficier d'un abondement de la région. Mais le système est tellement simple que du coup, elles ont pu en bénéficier. Alors, pour votre information, un peu plus de 3000 parcours abondés au CPF pour la région Hauts-de-France, c'est un peu moins de 5% du total des entrées en formation en 2021. Pour vous dire que, je le redis, nous, l'objectif, ça n'est pas de passer tout notre achat de formation via le CPF, c'est de répondre à des besoins spécifiques. Et je pense qu'on a atteint cet objectif-là, puisque, encore une fois, on est bien sur une
portion minime des entrées en formation, mais qui néanmoins répond à des projets individuels de formation, à des personnes qui, sans ces formations-là, ne pourraient pas s'insérer professionnellement durablement. Alors, peut-être d'autres indicateurs, une majorité de femmes qui ont mobilisé l'abondement au CPF à 60%. Alors c'est peut-être aussi lié à la nature des formations qui ont été principalement mobilisées, mais ça fera l'objet d'une analyse. Notre objectif, c'était de dire, on regarde en 2021 comment ça se passe. On verra comment ça se passe et on ajustera après. Bon. Donc ça, on va affiner. Un élément important, qui forcément s'est accentué suite à la crise sanitaire. Je dis suite à la crise sanitaire, mais en même temps, ça fait un peu peur parce qu'on se demande si on est vraiment dans les suites ou on est en plein dedans. En tout cas, ce qu'on constate, vous le voyez, c'est que on a quand même là une très forte proportion de formations à distance ou en tout cas mixtes, présentielles, distancielles, qui ont été mobilisées. Bon. Je pense que c'est à voir aussi par rapport à tout le démarchage dont on peut souffrir, je le dis, concernant le CPF, avec notamment quand même beaucoup d'officines de formation à distance. Cela dit, on a des gros opérateurs de formation à distance que l'on connaît bien en région de France, avec qui on travaille régulièrement, qui sont très sérieux. Et donc, on voit aussi que ça répond également à un besoin et à un souhait des demandeurs d'emploi d'avoir plus de souplesse dans la mise en œuvre de la formation. Bon, on a fixé, nous, un maximum de l'abondement de la région à 5 000 euros. Vous le voyez, la moyenne de l'abondement a été de 2 000 euros. Donc, des coûts de formation, en tout cas des coûts d'abondement qui finalement ne sont pas très importants, mais encore une fois, c'est souvent le levier qui permet justement la réalisation de l'action de formation. Et puis, enfin, vous voyez, pour une grande part, donc une grande majorité, essentiellement des adultes 31 ans et plus, qui ont mobilisé cet amendement. Donc, pour nous, en Hauts-de-France, en tout cas, il s'agit d'une première, puisque encore une fois ça a commencé en janvier, c'est pas faute d'avoir voulu commencer plus tôt d'ailleurs, n'est-ce pas Philippe, mais voilà, avec les contraintes diverses et variées, l'intégration de nos propres critères d'abondement, voilà, tout ça nécessite quand même un travail de fond pour adapter la plateforme. Pour nous, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui répond à un besoin. Nous ne sommes pas, encore une fois, dans une démarche de massification de cet abondement au CPF. On voit que ça répond à un besoin. On part sur la même enveloppe financière pour 2022, de manière à avoir au moins une deuxième année d'expérimentation. Mais je pense que là, on a réussi à trouver une forme d'équilibre, encore une fois, entre, je vais le dire comme ça, une libéralisation, marchandisation effrénée de la formation via des modalités d'achat hyper simplifiées, peut-être voire même, diraient certains, trop simplifiées, et répondre à des besoins spécifiques de formation, avoir la lucidité de dire que c'est pas parce que nous sommes l'argent que nous sommes acheteurs de formation qu'on sait absolument tout ce qu'il faut et que nous sommes en mesure de décider pour chaque demandeur d'emploi ce qu'il doit mobiliser comme formation. Et je pense que si on reste dans cette proportion d'environ 5% de nos entrées en formation au travers de l'abondement au CPF, c'est une bonne chose. En tout cas, pour nous, une expérience réussie, un très bon partenariat avec la Caisse des dépôts qui nous a bien accompagnés sur ce projet-là pour mettre en œuvre un souhait de nos élus de simplifier réellement le parcours de l'usager. Voilà. Merci. Merci Thibaut. Est-ce que, alors je les vois absolument pas, mais je ne sais pas si Karine, au secours, est-ce que tu vois des questions éventuellement pour Thibaut? Alors il y a des questions qui concernent plus globalement le sujet de la dotation, donc on y reviendra en fin de présentation. Je souhaitais partager la remarque de Stéphanie qui nous dit qu'effectivement il y a un grand nombre d'études qui démontrent que la formation bénéficie aux plus qualifiés, aux cadres notamment.
et beaucoup moins aux employés et aux ouvriers. Alors, en tout cas, s'agissant de mon compte formation, on peut dire aujourd'hui que les abondements CPF, enfin que le CPF bénéficie davantage aux ouvriers et aux salariés les moins qualifiés, puisqu'aujourd'hui, juste à titre d'exemple, je pourrais vous dire que 73% des stagiaires sont dans la catégorie ouvriers et employés. À noter aussi que plus de 20% des salariés ont plus de 50 ans. Donc, on constate vraiment une évolution par rapport au profil des stagiaires hein, qui entrent en formation via le CPF. Je ne sais pas si sur ce point-là, la région Hauts-de-France pourrait compléter mes propos. Vous l'avez très bien évoqué hein, dans la présentation de vos résultats en termes de profil et des formations qui sont Alors sur les niveaux d'entrée, en formation, on est très majoritairement sur des niveaux infra-bac. Donc voilà, sur l'ensemble des programmes de formation de la région Hauts-de-France, on est à 70% hein, justement de personnes qui sont de niveau infra-bac. Donc pour nous, ça reste conforme à ce qu'on constate sur nos marchés de formation. Donc non, on ne peut pas dire que ce sont davantage les cadres. Alors je pense aussi qu'il y a tout un travail d'accompagnement hein, qui est fait par nos réseaux d'accueil qui reçoivent, en tout cas chez nous en Hauts-de-France, qui reçoivent beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc je pense au travail de Pôle emploi, au travail des missions locales, de Cap emploi, qui n'accompagnent pas que des cadres. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les salariés, les actifs salariés. En tout cas, pour nous, pour les demandeurs d'emploi, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une majorité de personnes qui sont, alors soit bac ou infra-bac. Hein. Bac ou infra-bac. Alors, on a une question de Pierrette qui nous demande globalement en Hauts-de-France, sur quelle formation diplômante accordez-vous des abondements? En fait, c'est très diffus parce que, comme je vous le disais, ce sont des formations qui ne sont pas dans notre offre régionale de formation. Alors, on a une particularité, nous, en Hauts-de-France, c'est qu'on a beaucoup de produits de formation, puisqu'on a environ 5000 lots de formation, alors ce qui doit correspondre à peu près à 2000 formations différentes, mais donc c'est tout ce qui ne se trouve pas dans notre offre de formation. Alors, on a quelques formations, on a eu des demandes, par exemple sur du coaching, ça c'est pas dans nos formations collectives, mais c'est pas le plus important. On a des formations qui ont été mobilisées, du CPF qui a été mobilisé. Alors ouais, moi j'ai découvert ça d'une certification dans le domaine de la qualité informatique que nous n'avions pas dans toute notre offre numérique. On a aussi eu et là, bon, je pense que c'est lié à la situation aussi, mais on a eu pas mal de CPF pour conseillers funéraires, malheureusement, et ça, on ne l'avait pas non plus dans notre offre de formation. Et puis, voilà, on n'a pas non plus de formation de type dans notre offre référencée. Coiffure, on a eu des projets aussi de CPF en coiffure, mais encore une fois, c'est très diffus. Je ne vois pas ressortir dominante. Voilà, de dominante particulière dans les formations mobilisées, parce que encore une fois, on a une offre de formation qui est très fournie et donc ça correspond souvent à des personnes qui sont plutôt en création d'activités d'ailleurs, qui souhaitent et qui ont besoin de cette formation-là pour sécuriser leur projet de création d'activités. Alors, je propose que nous poursuivons avec le témoignage, la présentation d'une formation. Yann, dans quel cadre une formation est entrée dans la démarche et quelles sont peut-être vos spécificités qui expliquent que vous êtes un des premiers OPCO à vous associer sur de l'abondement CPF? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Karine. Alors d'abord, peut-être, avant de répondre à ta question directement, quelques mots de présentation d'Uniformation et de ses branches, car le contexte est important, hein, il permet de mieux comprendre le cheminement des branches et le pourquoi elles s'emparent du dispositif.
Je pourrais conclure directement en disant que l'abondement CPF, c'est d'abord une volonté de branche, une volonté de mutualisation, une volonté des partenaires sociaux de soutenir la formation des salariés par des contributions conventionnelles importantes. Et ça, c'est peut-être la condition la plus essentielle pour un abondement de branche. Alors, et au sein d'Uniformation, je dirais, on a finalement tous les voyants au vert pour un déploiement de la politique d'abondement, car toutes les conditions sont réunies. Mais je vais un peu expliquer tout ça. D'abord, très rapidement, sur Uniformation, avant d'être l'OPCO de la cohésion sociale, Uniformation était historiquement l'OPCA de l'économie sociale, regroupant les réseaux autour du secteur associatif, mutualiste et coopératif, qui sont, vous connaissez un peu l'histoire, les trois mondes à la genèse du courant de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans le secteur associatif, on va retrouver des branches telles que l'animation, l'aide à domicile, les foyers de jeunes travailleurs, par exemple. On va y retrouver aussi les centres sociaux, les crèches, au travers des acteurs du lien social. Dans le monde mutualiste, on va retrouver, bien entendu, la branche de la mutualité. Et puis, les réformes et les restructurations successives ont permis à Uniformation d'élargir son champ d'intervention avec des branches du secteur de la protection sociale, comme celle du régime général de sécurité sociale, ou encore les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. Et puis également, on a eu celle du secteur de l'habitat social, avec notamment les bailleurs sociaux, avec les branches des offices publics de l'habitat ou des entreprises sociales pour l'habitat. Donc ces trois grands domaines, l'économie sociale, la protection sociale et l'habitat social, ont donné naissance à un champ très cohérent au moment de la réforme de 2018 à Uniformation OPCO de la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, ça représente Uniformation, ça couvre 20 branches professionnelles. On a à peu près 32 000 entreprises adhérentes, dont, et ça c'est important, dont 70% à 15% de structures de moins de 11 salariés, et donc des entreprises qui n'ont pour la plupart pas de service formation. Et ça c'est important. L'abondement CPF répond aussi à une problématique de toutes petites entreprises. Et puis, ces 32 000 entreprises couvrent environ 1 200 000 salariés, avec une grande partie, vous l'évoquiez, avec une grande partie de salariés avec de très faibles niveaux de qualification, voire pas de niveau de qualification. Donc, comme tous les OPCO, notre quotidien, forcément, est d'accompagner les entreprises de notre champ, de les conseiller, de les orienter dans le financement de la formation professionnelle. Mais de plus en plus, et notamment la réforme nous a incité à le faire, mais on le faisait déjà, mais c'est surtout accompagner aussi les entreprises sur des aspects d'ingénierie pédagogique, de parcours, sur des questions RH, comme des questions autour du recrutement ou de la GPEC. Et puis une forte dimension de développement de l'alternance, qui est une des prérogatives majeures des OPCO aujourd'hui en 2021. Et puis au-delà du conseil aux entreprises, on accompagne nos 20 branches professionnelles sur des enjeux d'emploi et de formation, là aussi de GPEC, de détermination des priorités de financement, d'accompagnement des branches sur les questions de certification. On va travailler avec eux sur les diplômes qui sont nécessaires pour les entreprises et les salariés. On va également avoir des travaux autour des observations des secteurs d'activité des territoires. C'est-à-dire qu'on va avoir une dimension un peu d'étude et prospective. Et puis aussi, on va travailler avec les branches sur comment on peut développer leur politique alternance. Donc là aussi, avec les branches professionnelles, on est dans des prestations quasiment RH avec eux, et on les accompagne au quotidien. Donc, comme je le disais peut-être en introduction, 3 éléments, je dirais, ont constitué un terrain propice au développement des politiques d'abondement des branches en matière de CPF. Ces 3 éléments qui sont extrêmement importants. Le premier élément, c'est qu'on a affaire à des branches très ambitieuses en termes de politique formation. La particularité de notre périmètre est que toutes ces branches ont une vraie volonté de promouvoir le développement des compétences et les évolutions professionnelles des salariés. Et la formation est pour nos branches historiquement un enjeu très important de dialogue social. Alors, vous allez me dire, c'est logique puisqu'on est dans l'économie sociale. Donc, heureusement que le dialogue social est important.
mais elles ont une vraie volonté, une vraie ambition de développer la formation. Et ça, c'est vraiment une particularité de nos branches. Et nos branches ont également de gros besoins de professionnalisation, de gros besoins de recrutement avec des grosses problématiques sur certains secteurs d'activité. Et on a des gros besoins de qualification des salariés, puisque dans nos secteurs, on a beaucoup de métiers avec ce qu'on appelle des professions réglementées. Ce sont des professions qui nécessitent des diplômes. Par exemple, dans l'aide à domicile, dans l'animation ou dans la petite enfance, par exemple, les salariés doivent être certifiés, c'est-à-dire avoir des diplômes adéquats pour exercer leur métier. Donc ça, c'est aussi un élément important, puisque les formations éligibles au CPF sont des formations certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire. Et cette ambition sur la formation, et là, je dirais, c'est l'élément clé, elle est matérialisée par une mutualisation des fonds de formation de branche, avec des contributions conventionnelles très élevées. C'est-à-dire que, et ça aussi c'est une spécificité, c'est-à-dire que des contributions supplémentaires, en plus des contributions légales que toute entreprise doit verser. Et sur nos 20 branches, il y en a 15 qui ont des contributions conventionnelles, ce qui fait qu'elles peuvent avoir une politique de branche très ambitieuse et très diversifiée. Et c'est vraiment le marqueur de nos branches, c'est d'avoir des fonds mutualisés de branches pour déployer une politique ambitieuse. Elles peuvent agir sur le développement des compétences des salariés, ça je dirais que c'est le boulot principal des branches, le développement de la qualification du personnel. Elles peuvent aussi soutenir les entreprises sur des outils GPEC. Elles peuvent déployer de nombreux projets pouvant répondre à des enjeux très diversifiés. Et ça, c'est vraiment primordial, parce que s'il faut retenir quelque chose, il ne peut y avoir d'abondement CPF de branche sans contribution conventionnelle mutualisée de branche. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est l'évolution des missions de locaux qui nous ont poussé à renforcer notre offre de services aux branches et notamment notre offre de services en matière d'accompagnement des politiques CPF. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on dépasse désormais largement les services classiques de formation ou de financement dans les OPCO, hein, tout OPCO confondu, et on se consacre désormais de plus en plus à l'approche GPEC, à l'approche prospective en termes d'accompagnement des branches. On est quasiment, je le disais tout à l'heure, hein, sur des prestations de conseil. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de cabinets de conseil dans la salle, mais sur des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, des expertises renforcées sur les questions de GPEC, de certification, de politique alternance. Et c'est là, justement, qu'est apparue une nouvelle expertise d'accompagnement des branches dans leur souhait de se doter d'une politique volontariste en matière de CPF. Et ça, c'est un deuxième élément qui, finalement, a enclenché cette dynamique autour du CPF. Et puis, troisième élément, qui est propice au développement d'une politique d'abondement CPF, c'est que l'on se trouve dans un contexte de transfert de la gestion du CPF des OPCA-OPCO, hein, puisque vers la Caisse des dépôts et consignations. Il faut se rappeler que jusqu'en 2019, c'était les OPCO qui géraient les dossiers CPF, avec des financements souvent très favorables pour le salarié et les entreprises, car la souplesse nous permettait de financer souvent la totalité du coût de la formation. Le complément du coût pédagogique, on finançait quasiment en totalité le coût de la formation, mais on prenait également en charge les frais de déplacement, les frais de repas, voire la rémunération quand la formation se déroulait sur le temps de travail. Et puis à l'époque, enfin, ça a été rappelé, par Thibault, à l'époque, et ça c'est intéressant, avant 2020, il faut se souvenir que le CPF était en heures et que les OPCO avaient l'interlocution salariée en matière de CPF. Et on jouait ce rôle d'intermédiation entre le salarié et les organismes de formation. Là où aujourd'hui, finalement, le salarié est en prise directe avec les organismes de formation, puisqu'il peut choisir la formation qu'il souhaite via l'application Mon compte formation. Et sur ce point, l'application a manifestement facilité l'accès au CPF, mais ce transfert et ce changement de compte en heures vers un compte en euros sont beaucoup moins favorables financièrement pour les salariés et surtout laissent souvent le salarié seul devant le choix de telle ou telle formation, ce qui peut être très compliqué, notamment pour les salariés les plus éloignés de la question de formation. Philippe Brivet, tout à l'heure, évoquait à juste titre que la formation n'est pas un produit comme un autre et il faut accompagner ses salariés. Alors, il y a certes, bien sûr, des conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour accompagner les salariés,
mais très peu de salariés passent par les fourches codines ou un conseil d'un conseiller en évolution professionnelle. Et donc, ce changement, ce transfert de la gestion du CPF, a posé deux questions majeures pour les branches. Un, c'est comment mieux financer le CPF pour favoriser les départs en formation. C'est une vraie question, puisque le compte en euros ne permet pas de financer la totalité d'une formation souvent très longue. Et deux, comment aider ou influer le choix des salariés dans la formation en l'absence d'intermédiaires. Donc la question de l'abonnement a été une préoccupation de nos branches pour compenser ce que je disais finalement. Alors je sais pas, c'est pas le manque à gagner pour le salarié, mais c'est au moins du moins pour faire en sorte de faciliter les départs en formation, mais aussi d'aider à aiguiller les salariés dans le choix des formations. Et finalement, il fallait répondre pour les branches à une question simple, c'est comment, moi, branche, je peux agir sur un dispositif totalement à la main des salariés. Donc, au-delà de ces trois éléments qui sont de ce terreau propice dans notre secteur au développement d'une politique d'abondement, CPF, les branches se sont aussi questionnées sur, finalement, à quoi peut servir des abondements CPF. Ça répond à quel enjeu, finalement. Moi, je veux bien abonder les CPF, donner de la lisibilité et donner des financements pour mes salariés, mais finalement, à quoi, comment je l'inscris, comment je la construis. Et finalement, même si in fine le CPF reste un choix individuel du salarié, les branches se sont dit qu'elles pouvaient jouer un rôle pour soutenir les entreprises dans la co-construction de parcours CPF. Je dirais un peu comme l'ancienne ministre, un gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. En fait, pour nos branches, une politique d'abondement du CPF est un levier hyper pertinent pour qualifier les salariés. Et l'abondement CPF, c'est d'abord une réponse à des enjeux de GPEC. Quand une branche a besoin de faire évoluer les compétences des salariés, elle peut soutenir le CPF en abondant les comptes, c'est-à-dire en cofinancement le CPF des salariés, pour favoriser les départs en formation pour telle ou telle certification prioritaire de la branche. Et ça, c'est important. On va influer un peu sur le choix du salarié. Abonder les CPF, cofinancer les CPF pour une branche sur des certifications ciblées, c'est aussi répondre à des enjeux de fidélisation des salariés, en favorisant leur évolution professionnelle par le financement de parcours. Et je ne sais pas si, Mélanie, tu voulais l'évoquer, mais on peut faire le parallèle avec le dispositif de PROA, je ne sais pas si certains d'entre vous existent, mais qui est un dispositif permettant de former les salariés vers les certifications prioritaires pour la branche. Et on constate que la quasi-totalité des formations éligibles à l'abondement CPF de branche le sont également dans le dispositif PROA. Donc il y a une convergence des priorités sur certains dispositifs. Et donc cela répond à des enjeux de GPEC, de fidélisation, de qualification, mais on pourrait imaginer aussi que cela réponde à des besoins de recrutement. On pourrait imaginer demain des abondements, aujourd'hui dans nos branches ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer demain des abondements de branches pour financer des CPF de demandeurs d'emploi pour des qualifications de branche. C'est donc aussi un moyen, je dirais, qui va répondre à des enjeux d'attractivité des métiers. Donc il y a vraiment des multiples le CPF est une réponse à de multiples enjeux. Et puis l'investissement d'une branche dans le CPF des salariés peut aussi être un outil de déploiement de politique globale de branche. Une branche, à travers l'abondement CPF, peut cibler tel ou tel public. Les travailleurs reconnus handicapés, par exemple, en abondant les comptes de manière plus importante pour cette catégorie de personnel. On peut aussi imaginer, et c'est le cas dans une de nos branches, dans un accord égalité professionnelle, de favoriser le départ des femmes ou des hommes vers des formations menant à des métiers en quasi-totalité occupés par des femmes et des hommes. Dans la petite enfance ou dans l'aide à domicile, par exemple, les branches s'impliquent dans la question de la diversité. Et donc, le CPF, ça peut être aussi une sorte de politique de discrimination positive pour accompagner la parité dans les branches. Un autre exemple, je vais prendre un autre exemple, c'est qu'une branche peut soutenir les projets d'évolution des salariés les moins qualifiés. Thibaut Drey l'évoquait tout à l'heure. Et ainsi avoir une politique sociale RH affirmée dans la branche. Et en même temps, être un vrai soutien dans l'évolution professionnelle de ses salariés. Donc, on peut aussi influer sur qui favoriser pour partir en formation CPF.
Et donc tout ça, ça rend vraiment lisible la politique de branche, au-delà de tous ces éléments favorables à l'abondement CPF. Donc pour résumer mes propos, avant de passer la parole à Mélanie, je dirais pour une politique CPF réussie, il faut 2 conditions essentielles. Il faut un terrain propice à l'abondement CPF de branche avec des contributions conventionnelles mutualisées, ça c'est nécessaire. Et 2, considérer que la politique CPF d'une branche n'est pas isolée en soi, mais doit s'inscrire dans une politique globale de branche pour que cela prenne tout son sens. Voilà, je vais céder la parole à Mélanie, sauf s'il y a des questions qui va pouvoir, pour le coup, rentrer dans le concret, à savoir comment on met en place une politique d'abondement et comment l'OPCO peut aider. Exactement. Je propose effectivement de passer la parole à Mélanie, qui a un gros challenge de tenir en 5 minutes. Et on essaiera de garder 2 minutes pour les questions max. Donc, à toi, Mélanie. Je relève le défi, Karine. Écoutez, bonjour à tous. Merci Yann pour cette longue introduction sur les politiques de cofinancement, d'abondement de branche CPF. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de vous présenter de manière très concrète comment l'OPCO et la Caisse des dépôts accompagnent finalement les branches professionnelles dans la détermination et la mise en place d'abondements CPF. Parce que il y a tout un processus qui doit permettre aux partenaires sociaux de la branche de déterminer des critères d'abondement et ensuite de les mettre en application. Effectivement, Liane l'a expliqué, la première étape, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'abondement d'OPCO et d'abondement de branche professionnelle. En fait, les deux sont liés. Quand on parle d'abondement professionnel, de branche professionnelle, l'OPCO est forcément dans la boucle puisque c'est l'OPCO qui collecte les fonds de la contribution conventionnelle, qui est la condition indispensable pour ensuite mettre en place un abondement CPF de branche professionnelle. L'OPCO a d'abord un premier rôle, et puis c'est ma mission principale, moi, en tant que conseillère branche professionnelle, c'est d'informer et de sensibiliser, dans un premier temps, les partenaires sociaux sur comment fonctionne le CPF, quelles ont été les évolutions post-réforme, qu'est-ce que l'on finance aujourd'hui dans le cadre du CPF, puisque Yann l'a expliqué, désormais, le nouveau CPF ne finance plus 100% aujourd'hui, alors pas forcément 100% de l'action de formation, notamment si on est sur des formations longues, et il n'y a pas de prise en charge des frais annexes ou de la rémunération, ce qui pouvait être le cas notamment chez Uniformation avant la réforme. Donc l'idée, c'est d'abord d'accompagner, de faire monter en compétence les partenaires sociaux sur quels sont les ensembles des dispositifs de la formation professionnelle et notamment le CPF et comment, en tant que branche professionnelle, ils peuvent utiliser ces dispositifs pour mettre en application des ambitions politiques, Yann l'a précisé, comme des accords égalité pro, des accords handicap et autres. Et ensuite, il y a toute l'étape d'appui technique sur la rédaction des accords de branche et la détermination ensuite de projets conventionnels. L'objectif de l'OPCO, c'est de s'assurer que les accords de branche qui sont signés par nos partenaires sociaux et ceux qui évoquent notamment l'abondement CPF soient opérationnels, soient applicables ensuite et donc on puisse ensuite avec la Caisse des dépôts dire voilà, on détermine des critères, des modalités qui retrouvent une opérationnalité dans nos systèmes d'information notamment. Donc nous on garantit que finalement nos partenaires sociaux réfléchissent autour d'accords de branche qu'ils soient derrière applicables. Et surtout, ce que l'on préconise, en tout cas, c'est ce qui s'est passé en 2019 et 2020, quand on a accompagné nos branches professionnelles sur les nouveaux accords formation, puisque les précédents étaient tombés caducs dans le cadre de la réforme, c'était surtout d'être prudent dans la rédaction de leur accord de branche pour que ensuite ce soit finalement ce qu'on appelle les CPNEF, donc ces instances qui pilotent les fonds de la contribution conventionnelle et les politiques d'emploi-formation, qui ont un petit peu plus d'agilité que ce qu'on appelle les CPPNI qui vont, elles, négocier les accords, qui fixent finalement dans le temps des critères, d'être un peu plus large sur les critères des accords pour ensuite laisser la main à ces sous-instances, les CPNE, qui, elles, pilotent des fonds qui sont facilement modulables en cours d'année ou d'année en année avec l'OPCO. Donc l'idée, c'est effectivement ensuite d'accompagner ces CPNE
et donc de déterminer ce qu'on appelle un projet conventionnel d'abondement CPF avec les partenaires sociaux de la branche, en lien très étroit avec les équipes de Karine à la Caisse des dépôts, pour leur présenter tout le champ des possibles, des critères qui peuvent être mobilisés, des critères très opérationnels qui sont donc intégrables dans le système d'information et donc dans le fameux algorithme qui a été évoqué juste avant par la région Hauts-de-France, ces fameux critères qui vont pouvoir ensuite intégrer cet algorithme et qui va permettre de mettre en place cet abondement automatisé. Et donc, on va accompagner les partenaires sociaux pour déterminer des critères de prise en charge, des publics ciblés en fonction des politiques qu'ils veulent porter. Ça va être, par exemple, déjà pour les branches professionnelles, idéalement, une entrée pour l'ensemble des salariés de la branche, donc c'est une entrée par code IDCC. Ensuite, on va pouvoir déterminer éventuellement des publics prioritaires, ça va être des bas niveaux de qualification, et ça fait un peu écho à des questions précédentes, c'est de dire que là, par exemple, le choix a été fait dans, en tout cas, les branches professionnelles que j'accompagne, que ce soit celle du régime général qui est déjà en train de réaliser des abondements automatisés et sur le premier trimestre 2022, la branche de la mutualité qui m'a autorisé à citer leur nom, c'est de favoriser aussi les bas niveaux de qualification, d'abonder plus largement les bas niveaux de qualification, également les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc les personnes en situation de handicap, et puis des critères un peu plus originaux, par exemple, comme favoriser, aborder davantage des hommes qui iraient plus naturellement vers des métiers du soin ou de l'accompagnement, et puis des femmes qui iraient peut-être plus vers des certifications de la data ou de l'informatique, qui sont des métiers beaucoup plus masculinisés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment appliquer des accords en déterminant donc, des critères avec des publics cibles, des certifications, en déterminant une liste éventuellement de certifications par une entrée code RNCP ou code RS pour répertoire spécifique, et éventuellement d'aller sur de la VIAE, du CLEA numérique. Donc, on va déterminer tous ces critères lors de différents ateliers, des ateliers plutôt techniques avec donc une partie sur vraiment la détermination du champ possible des critères de public, des critères de certification et des critères de prise en charge qui, et je rejoins totalement ce qui a été dit par la région de France, c'est d'avoir des critères financiers qui doivent déclencher le départ en formation. C'est vraiment à ça que va servir l'abondement CPF de la branche professionnelle. Et ensuite, d'avoir toute une politique aussi autour de la communication pour qu'on puisse ensuite informer les salariés qui sont les utilisateurs finaux du dispositif, les informer de leurs droits pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute conscience. Et puis après, il y a toute la partie ingénierie financière, puisqu'effectivement, l'ingénierie financière de l'OPCO, elle va aujourd'hui au-delà finalement de ce que peut proposer, entre guillemets, la Caisse des dépôts, qui va se limiter à l'abondement sur la partie coût pédagogique, puisqu'aujourd'hui, les branches professionnelles pourraient également aussi décider de revenir, entre guillemets, sur l'ancien système, en cofinançant, en prenant en charge les frais annexes ou les frais de rémunération si on est sur des actions de formation qui sont réalisées sur le temps de travail. Mélanie, je vais devoir t'arrêter là. Le temps est passé très très vite, mais ça nous donnera l'occasion de faire un nouvel atelier ensemble, un nouveau webinaire pour en dire beaucoup plus, parce que effectivement c'est frustrant de s'arrêter là. On avait plein de choses à partager avec vous. Je tenais vraiment à remercier l'ensemble des participants qui sont présents aujourd'hui, et on vous dit à très bientôt.